Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous accorder cette petite heure de votre emploi du temps qui, je suis sûr, est très chargé. Je vous remercie en tout cas de votre présence. Je me présente rapidement, moi je suis Olivier Luet, je suis en charge des projets numériques chez LDE. LDE, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est libraire scolaire depuis 20 ans. Et on distribue des manuels scolaires, des manuels numériques également et des ressources numériques. Je pense qu'on doit avoir le catalogue un peu le plus complet, le plus dense du marché. On édite aussi une plateforme de création de cours qui s'appelle PopLab. Si vous voulez avoir des renseignements sur cette plateforme, je pourrais vous les donner dans le chat à la fin du webinaire, mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc on a le plaisir de recevoir, d'accueillir Léo Briand, qui est le cofondateur de VitaScience, et Adrien, qui participe à l'avenir de Coding Park, qui sont donc deux ressources numériques sur l'apprentissage du codage. Et parce que c'est des ressources qui sont assez peu représentées, mais l'usage est important et l'usage est en plus d'actualité. Donc ça nous paraissait important de faire un rendez-vous du numérique éducatif sur le sujet. Donc, petit point d'organisation, ce webinaire est enregistré. Donc, on vous enverra bien entendu le webinaire enregistré, on le mettra sur notre chaîne YouTube. Et on vous enverra également un document de synthèse qui sera structuré sur PopLab, qui vous représentera un petit peu VitaScience et Coding Park. Et moi, je vais me faire le maître du temps, donc je vais arrêter de parler. Donc, je vais laisser la parole à Adrien, qui va présenter Coding Park. Au bout de 25 minutes, 20-25 minutes, Adrien, je te ferai un petit signe pour te prévenir que ton temps est compté. Si vous souhaitez intervenir, si vous avez vraiment une question qui vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à la mettre sur le chat ou à ouvrir votre micro, puisque vous pouvez ouvrir le micro. Donc n'hésitez vraiment pas, hein, c'est dans l'échange qu'on peut construire quelque chose d'intéressant. Sinon, on prendra 5-10 minutes à la fin du rendez-vous du numérique éducatif de ce webinaire-là pour répondre en tout cas aux questions. Donc, je laisse la parole à Adrien et ensuite Léo prendra la suite. Et pour finir, je vous enverrai un petit lien pour un questionnaire de satisfaction à l'issue de ce webinaire. Donc, je te laisse la parole, Adrien. C'est parfait. Écoute, je te remercie. Je répète ce que tu viens de dire, mais n'hésitez surtout pas à m'interrompre si jamais je vais trop vite, qu'il y a des points que vous souhaitez que je ressouligne à nouveau. Surtout, n'hésitez pas. Et puis sinon, on refera un point à la fin avec les questions du webinaire. Et merci à toi, Olivier, pour l'organisation. Je vais du coup partager mon écran. Je vais d'abord vous présenter la plateforme en 2 minutes et ensuite on viendra sur le jeu vidéo en lui-même. Est-ce que, Olivier, peut-être tu peux me confirmer que tu vois bien mon écran? Tout à fait. C'est parfait. Eh ben, on est parti. Donc, un petit mot sur la startup très rapidement. Donc, avant d'être une startup, c'était seulement une ressource R&D, seulement une plateforme qui a germé de l'esprit de Amine et Rabia, que vous voyez en haut de la slide, qui sont tous les deux docteurs en informatique, et donc qui ont eu l'idée de créer Coding Park, une plateforme qui apprendrait le jeu vidéo aux enfants, enfin qui apprendrait la programmation grâce aux jeux vidéo plutôt. Et en fait, de 2015 à 2018, il a fallu 3 ans de validation. En fait, 3 ans de validation, de comprendre les besoins des enfants, des professeurs et des parents également. Et au bout de 3 ans, c'est-à-dire en juin 2018, eh bien, Coding Park, la start-up en elle-même, la société en elle-même, si vous préférez, a été créée. Personnellement, je l'ai rejoint 1 mois et demi après sa création, donc début septembre 2018. Et on est désormais 5 dans l'équipe, avec Sarah et Nathan qui nous ont rejoints depuis. Un petit mot très rapide sur notre pédagogie. Le plus intéressant sera probablement la plateforme, mais tout de même, donc évidemment, comme c'est le sujet du webinaire, vous l'avez compris, l'objectif c'est d'apprendre la programmation, d'enseigner la programmation aux enfants pendant qu'ils s'amusent grâce à un jeu vidéo. Mais même si l'objectif est qu'ils s'amusent, le vrai objectif c'est de les forcer à réfléchir le plus possible. Et donc, ça va passer par essayer de résoudre des problèmes logiques, essayer de déplacer un robot pirate au fur et à mesure et le guider vers le trésor. Alors, le plus simple, c'est désormais qu'on passe directement sur la plateforme. Donc, voilà la plateforme que je vais mettre en grand écran pour que vous voyez bien. Donc, voilà, aider ce petit robot pirate qui s'appelle Cody ici, qui est le personnage principal de notre plateforme, et l'aider à aller jusqu'au trésor à chaque fois. Pour cela, on va donc résoudre des problèmes logiques, aussi travailler en anglais. Alors, je vais revenir sur les différents langages que vous pourriez utiliser en tant que professeur.
mais dans tous les cas, les langages eux-mêmes seront en anglais, que ce soit le langage Blockly qui ressemble à celui de Scratch, que ce soit le langage pseudocode ou le langage Python. Ils seront tous en anglais. Alors, c'est un choix qu'on a fait dès le début, simplement parce que quel que soit le langage de programmation qu'ils choisiront dans le futur, que ce soit à la fin du lycée, que ce soit dans les études supérieures, Python, JavaScript, etc., ben, tous ces langages-là seront en anglais. Et encore une fois, l'objectif, c'est de leur donner l'aperçu le plus vrai possible des vrais langages de programmation, simplement. Si le langage est en anglais, la plateforme en elle-même est en français. Quand on demande de l'aide, donc c'est Luna qui répond, qui est le personnage féminin du jeu, et est là pour aider à répondre à toutes les questions. Donc, vous pouvez voir qu'elle répond en français sans souci, que ce soit également les aides par rapport au lexique que les enfants peuvent utiliser. Toute la plateforme en elle-même est en français, mais le langage de programmation restera en anglais. Comme vous l'avez vu, du coup, nous avons 3 langages possibles. Donc le langage Blockly, qui nous permet notamment d'être compatible version tablette. Alors je sais qu'il y a Blockly encore utilisé au collège pour bon nombre de collèges, donc si jamais c'est des outils de tablette qui fonctionnent plutôt que des ordinateurs, il n'y a aucun problème. Alors là, je suis sur ordinateur évidemment, mais donc il suffirait de superposer ces briques. Ce langage de programmation-là, on l'utilise, nous, plutôt pour des petits, c'est-à-dire jusqu'à 9 ans maximum, mais si certains souhaitent l'utiliser pour le collège, il n'y a aucun problème, vous êtes libre de faire absolument ce que vous souhaitez. Un mot également sur le pseudocode, donc là, c'est vraiment notre cœur de métier. Au début, il n'y avait que ce pseudocode, maintenant Python et Blockly sont arrivés. On l'enseigne à partir du CE2, les professeurs l'enseignent dans leur classe à partir du CE2, jusqu'à la fin du collège sans aucun problème. Simplement, là, on est sur un langage plus proche de la réalité, mais qu'on a encore simplifié pour les enfants. Il y a certaines choses, notamment la syntaxe informatique, qui est facilitée, plus fluide, plus facile. Simplement pour les préparer, faire une passerelle vers les vrais langages de programmation. Vient ensuite Python, qui est donc le langage principal, comme vous le savez, recommandé par l'éducation nationale. Et là, du coup, on est sur un vrai langage de programmation, tout simplement, comme du vrai Python, sauf que vous avez l'illustration du jeu vidéo qui est à droite avec le petit robot pirate. Voilà, un dernier mot sur nos valeurs et sur ce qu'on a fait depuis le début, depuis la création. On porte un grand point d'honneur après discussion avec de nombreux acteurs dans le domaine du numérique, à inclure un maximum de filles et respecter une parité maximum dans nos ateliers ou dans l'utilisation de la plateforme, etc. Aujourd'hui, on est très fiers d'avoir 49% d'utilisation qui viennent de filles. Donc c'est une super nouvelle, on compte continuer là-dessus. On est en partenaire avec Bicomtech notamment, avec Gamer, qui sont des associations qui promouvoient, qui aident les filles simplement à rentrer dans les métiers informatiques, vu que c'est quelque chose qui a encore un peu de mal. Et c'est quelque chose qu'avec tous nos partenaires, que ce soit la Ligue de l'enseignement également, dans le domaine public, pour les écoles privées, les collèges alsaciennes, les collèges publics, les collèges privés, même dans les médiathèques, peut-être que vous connaissez la Gaîté Lyrique de nom, eh ben, c'est quelque chose sur lequel on insiste depuis longtemps et c'est quelque chose sur lequel on souhaite continuer. Donc, trêve de bavardage, je propose que je vous montre comment ça fonctionne. Donc, encore une fois, vous avez ce petit robot pirate qu'il faut mener vers un trésor. Je vais faire le premier avec Blockly, je montrerai tous les langages, ne vous inquiétez pas. Mais donc, pour ce premier niveau, il faudrait simplement dire à Cody de se déplacer 2 fois vers la droite et de creuser ensuite. Et si je clique sur jouer, eh ben, Cody va se déplacer 2 fois vers la droite, va creuser et va trouver le trésor. Voilà, première chose sur laquelle on va insister, à chaque fois que les élèves réussissent un niveau, la solution qu'ils ont proposée est évaluée. Donc tout simplement en fonction du nombre, de tentatives qui sont faites, du nombre de temps qu'ils auront passé sur le niveau et si la solution est la plus proche de la perfection possible, si elle est optimale, ils auront une note. Ensuite, à chaque fois ce sera pareil, à chaque fois ça va être de plus en plus difficile évidemment, là c'est les premiers niveaux. La carte va se complexifier et pour les langages un peu plus complexes, c'est-à-dire le pseudocode et Python, ils ont, un début de solution qui leur est proposé. Donc là, par exemple, pour ce niveau, eh ben, si je clique sur jouer, le début de la solution va les amener proche du trésor, mais là, c'est le drame absolu et Cody ne peut pas trouver le trésor, donc elle ne creuse pas au bon endroit. Donc dans ces 2 langages, il suffirait de, rajouter la fonction down. Alors les élèves comprennent très vite il suffit de rajouter la fonction down sur un i7, il n'y a aucun problème. Mais par contre, on oublie souvent les parenthèses derrière la fonction, alors qu'en programmation, pour qu'une fonction s'effectue, il faut des parenthèses, que ce soit en pseudocode ou en Python, je vais le faire avec Python par exemple, mais si je mets down avec des parenthèses derrière, et ben cette fois-ci la fonction s'effectue, cette fois-ci le robot pirate accepte de se déplacer et cette fois-ci Cody creuse au bon endroit. Alors, je vais juste faire un troisième niveau, vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les faire, la plateforme contient plus de 160 niveaux de toute façon. Bon, on aurait le temps,
Mais simplement pour vous montrer, encore une fois, il y a un début de solution, que ce soit dans Python ou dans le pseudocode. Encore une fois, le robot pirate fait plein de choses, il peut sauter, etc., etc. Mais cette fois-ci, il s'arrête un peu plus tôt. Alors ici, les élèves auraient deux solutions. La solution parfaite, ce serait celle-là, écrire jump 3 sur la ligne 10, qui est la solution optimale, qui leur permettrait d'avoir la meilleure note possible. Mais une autre solution qui est tout à fait correcte serait celle-ci, d'écrire 3 fois jump sur la ligne 10, la ligne 11 et la ligne 12. Et vous allez voir que cette solution va marcher, hein, que Cody va trouver le trésor et qu'il n'y aura pas de souci. Simplement, la note qu'ils vont avoir, alors de mémoire, c'est 3 étoiles sur 5, si je ne dis pas de bêtises, on va le vérifier dans un instant. La note que Cody va avoir sera légèrement moins bonne, tout simplement. Voilà, et ben, c'est ça, et médaille de bronze également. Et donc, c'est quelque chose auquel les enfants sont sensibles, mais ils ont toujours eu une médaille, quoi qu'il arrive, quel que soit le nombre de tentatives. Il y a toujours cet aspect de la médaille auquel les enfants sont de manière très sensible. Alors, deuxième chose également, on reste toujours dans l'univers des pirates et la progression des élèves est enregistrée au fur et à mesure. Donc ici, comme j'ai fait 3 niveaux de démonstration, vous voyez que le bateau pirate m'indique que je suis au 4e niveau. La progression est sauvegardée systématiquement dès qu'un niveau est réussi. Dès qu'un niveau est réussi, donc il va cliquer pour aller sur le niveau suivant, votre élève ou l'élève en question ben, sera capable de retrouver le niveau auquel il était resté. J'insiste là-dessus, il faut que le niveau soit terminé. Si pour une raison X ou Y, vous êtes dans votre classe et que la sonnerie sonne et qu'il n'a pas le temps de finir le niveau, ben, il faudra qu'il recommence le niveau, qu'il recommence les lignes qu'il était en train d'écrire la prochaine fois. Mais la sauvegarde est automatique dès qu'il avait réussi un niveau. Alors, je vais désormais passer sur mon compte pour que vous montrez l'intégralité du catalogue qui est ici. Donc voilà, j'ai fait la démonstration simplement avec la leçon qui s'appelle Getting Started Part 1 que vous voyez ici. Donc là, évidemment, comme si on compte, tous les niveaux sont réussis. Mais en réalité, il y a donc plus de 160 niveaux répartis dans plus de 16 leçons différentes. Et la notion de difficulté est abordée de manière progressive, au fur et à mesure. En réalité, les 3 premières leçons, c'est-à-dire commençons partie 1, partie 2 et partie 3, sont des leçons pour apprendre les mécaniques de jeu, je dirais. Comprendre qu'il faut se battre contre un méchant pirate, comprendre comment on utilise les téléporteurs, voir qu'en réalité, il peut y avoir plusieurs téléporteurs, etc., etc. Juste pour vous montrer ce niveau que j'aime bien. Et la difficulté, le puzzle, la façon dont il faut réfléchir sera de plus en plus complexe. Là, par exemple, dans ce niveau-là, le téléporteur rose est très joli, très flashy, mais en réalité, c'est un piège et il ne faut pas l'utiliser. Donc, au fur et à mesure, on les familiarise avec la plateforme et on les pousse à réfléchir et à comprendre les limites de la plateforme. Et puis après, eh ben, on va rentrer dans des leçons qui sont des leçons, on voit des vraies bases de la programmation, que ce soit les procédures, que ce soit les paramètres, le boucle de répétition, les variables, etc., etc., etc. Une dernière chose sur l'interface élève, et ensuite on montrera l'interface professeur, je montrerai l'interface professeur. Les élèves, je le disais tout à l'heure, eh ben, on laisse place à leur créativité, et donc à la demande des enseignants, des parents, des éducateurs, les élèves peuvent créer leur propre îlot trésor. Donc ils peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Ils peuvent passer en mode neige, en mode lave, qui sont les différents mondes que nous proposent les différents univers. Ils peuvent augmenter la taille de l'île, ils peuvent mettre des téléporteurs pardon, où ils le souhaitent, mettre des tonneaux, etc. Repasser dans le mode Hawaï sans aucun souci, dans le mode été plutôt, pardon, je dirais, sans aucun problème. Et c'est un super moment. En réalité, c'est peut-être le moment, vu qu'il va y avoir un moment d'échange entre les élèves, où la relation, je dirais, adolescent, enfant, élève, ordinateur, devient une relation d'élève à élève. Parce que ce qui va se passer généralement, c'est qu'un élève va être fier du niveau qu'il a créé. On insiste sur le fait qu'il faut que le niveau soit possible, évidemment. Et une fois qu'il est fier du niveau qu'il a créé, il va le proposer à ses camarades. Et là, c'est un super moment d'échange, en fait, parce que si, imaginons que la camarade qui teste le niveau le réussit trop facilement, et ben, ça va pousser le premier camarade à faire de mieux, essayer des niveaux de plus en plus complexes. Et on tombe des fois sur des super créations qui sont à la fois jolies et à la fois possibles et complexes. Donc, c'est vraiment un super moment d'échange entre les élèves. Donc voilà, maintenant pour passer à la partie professeur, qui est la partie que vous aurez si vous utilisez la plateforme, Ah, mais il suffit, j'allais te poser la dis-moi, question. Non, j'allais dis-moi, te poser dis-moi. la question, il te reste 8 minutes. Il me reste 8 minutes, mais c'est parfait, c'est parfait. Et ben, passons sur la partie professeur. Donc la partie professeur est ici. Il suffit de cliquer sur le petit émoticône qui est là, qui est compositeur de leçons. Et donc là, bah, vous voyez deux choses différentes, toute l'intégralité des catalogues et des élèves qui sont déjà présents ici. Alors, je les ai répartis en 5 classes, qui sont les écoles dans lesquelles on intervient avec ce compte en tout cas, mais vous pourrez les répartir dans le groupe que vous souhaitez.
Si par exemple vous souhaitez faire 5e 1, 5e 2, 5e 3, 5e 4, 5e 5 par exemple, il n'y a pas de souci, vous pourrez les répartir sans problème. Je vais juste faire un exemple rapide. Si je crée un élève qui, par exemple, s'appelle LDE, disons, et que, comme c'est son premier cours, disons, je vais lui sélectionner la Getting Started Part 1 et la Getting Started Part 2, qui sont les deux premières leçons les plus faciles. Alors, vous avez la possibilité de donner des cours en visio directement dans la plateforme en cliquant sur cette case, mais faisons simple pour cet exemple, on va le faire sans. Eh ben, un code va être généré automatiquement. Et pour rejoindre la classe, ce petit LDE, du coup, n'aura simplement qu'à utiliser le code. J'insiste et je vais réinsister là-dessus, on ne demandera jamais, au grand jamais, aucune adresse mail à vos élèves. Que ce soit du primaire, que ce soit du collège, que ce soit des lycéens, aucune adresse mail ne sera demandée. La seule adresse mail dont on aura besoin, c'est la vôtre, celle de l'établissement que vous choisirez pour gérer votre compte. Mais que vous préférez utiliser des prénoms, utiliser des noms de famille, utiliser des pseudos dont je n'ai pas connaissance, libre à vous, vous faites absolument ce que vous voulez, mais aucune adresse mail ne sera demandée. Je vais juste me placer en tant que le petit LDE. Donc, imaginons que je suis le petit LDE. Imaginons que je suis le petit LDE qui est ici présent. Et ben, pour rejoindre ma classe, je vais juste aller avoir ici et ici en haut à droite. Donc, vous avez se connecter qui est l'interface pour les professeurs. Mais vous aurez aussi la possibilité de rejoindre la classe. Donc là, c'est pour le petit LDE. Et donc, le petit LDE, imaginons, je rentre juste mon pseudo. Je rentre le mot de passe que le professeur a écrit au tableau. Et une fois que j'ai entré ce mot de passe, je peux me connecter. Et du coup, le petit LDE a accès aux 2 premières leçons qui lui seront proposées. Il a juste à réussir les niveaux et la progression, une fois qu'il aura fini les 10 premiers niveaux, la deuxième leçon lui sera proposée. Et il y a une question d'Yves Martel qui dit, question, Coding Park versus Minecraft. J'espère que, alors moi, ma génération a été bercée par Minecraft, mais vraiment énormément. Mais la méthode des briques de Minecraft finit par me faire mal aux yeux maintenant, c'est le début de la vieillesse. Mais j'espère que vous trouvez le jeu au moins aussi joli que Minecraft, en tout cas. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs, clairement. Une dernière chose vu qu'il me reste peu de temps, une dernière chose, les professeurs ont la possibilité de suivre complètement l'évolution des élèves. Donc là, c'est une classe, j'ai pris l'exemple d'une classe qui est là depuis longtemps, donc c'est normal qu'une grande partie des élèves ait réussi à faire les 20 premiers niveaux. Vous voyez que le petit LDE, comme il n'a réussi aucun niveau, pour le moment, il n'a aucune médaille, mais ça permet de voir l'évolution des élèves. Vous avez accès aux solutions en cliquant sur le numéro du niveau sur lequel l'élève bloque, si jamais vous avez un doute, ce qui m'arrive même à moi de temps en temps. Donc voilà, c'est une super fonctionnalité. Et voilà, là par exemple, cette petite Julia, dont je me souviens très bien, avait eu un peu de mal au début. Je m'en étais rendu compte grâce au dashboard. Et donc, on avait échangé ensemble à partir du niveau 4. Vous pouvez voir qu'à partir du niveau 5, la plateforme était comprise tout simplement et que c'était tout droit, je dirais, et qu'elle s'en est très, très bien sortie ensuite. C'est hyper intéressant pour le début, mais objectivement, ça l'est probablement plus encore pour quand vous serez dans des leçons plus complexes. Parce que, par exemple, cette petite Julia pourrait très bien comprendre les paramètres, mais avoir moins bien compris les procédures. Si c'est le cas, ça vous permettra peut-être de revenir avec elle sur ce que c'est qu'une procédure, à quoi ça sert en programmation, etc., etc. 2 dernières choses. Là, nous proposons aux enseignants des fiches pédagogiques. Donc, il y a des fiches pédagogiques pour chacune des leçons, pour chacun des langages que vous choisissez. À chaque fois, il y a les problèmes que vont avoir les élèves, les erreurs qu'ils vont faire. En tout cas, on essaie de les anticiper, le plan de la leçon et quelques petits conseils. Donc, si vous le souhaitez et que vous sentez que vous avez besoin de cet outil, ou pas du tout, tant mieux, mais vous avez ces outils-là à votre disposition. Enfin, dernière chose, la façon dont on fonctionne avec LDE. Donc, en fait, simplement, on fonctionne par classe. Vous achetez un nombre de classes. Et le prix d'une classe est de 527 € par an. C'est une offre annuelle. Et une fois que vous avez ce 527 € par an, vous avez tout le principe. C'est-à-dire qu'en fonction, si vous souhaitez 2 classes, par exemple, ça coûtera 1054 € par an. Et ça vous donnera accès à 2 classes. On propose également avec LDE, Olivier, si je dis une bêtise, mais il ne me semble pas, de fonctionner par demi-classe si jamais vous avez de plus petits groupes. Et donc, cette fois-ci, c'est 527 divisé par 2, ce qui doit nous faire 263,5 si je sais encore compter. Pour répondre à ta question, oui, effectivement, on ne fonctionne pas en demi-classe. Après, on s'adaptera suivant la demande, et en tout cas, on discutera suivant la demande. Mais en tout cas, effectivement, pour l'instant, c'est par classe.
Voilà et dernière chose que j'ai failli oublier tout à l'heure, je suis passé rapidement dessus, mais donc vous avez la possibilité de donner des cours en visioconférence. Il suffit de cocher la petite case que je viens de cocher rapidement qui est ici. Le code est toujours le même, hein, de toute façon, que pour la première fois que vous lancerez la session ou pour la 150e, ce sera toujours le même, y compris en visio. Mais vous pouvez voir que désormais, si je vais sur le niveau qui est le premier niveau ici, eh ben, vous voyez qu'il y a une capsule de visioconférence qui vient d'apparaître. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. Vous pouvez partager les écrans, donner la parole aux élèves, la mettre en grand écran, évidemment. Je ne vais pas le faire parce que comme je suis en visio avec vous, si je le fais maintenant, ça va tout faire planter. Mais ça fonctionne très bien. Et notamment le partage d'écran qui est hyper utile quand les élèves bloquent, par exemple. Donc voilà, j'espère que dans la mesure du possible, avec les mesures sanitaires, il n'y aura pas de troisième round du Covid, mais on ne sait jamais, vous avez cet outil à votre disposition. Pardon. Et écoute, Olivier, j'espère que je suis dans les temps, mais Tu je es pense avoir parfaitement dans les temps, je te remercie Adrien. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a des questions? Parce que vous avez été très sage. Merci beaucoup, Yves. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, même peut-être tout à l'heure si des questions vous viennent. Moi, j'en ai une question pour lancer peut-être un peu le sujet, mais j'ai vu tu avais présenté un certain nombre de leçons. J'imagine que chaque leçon, à chaque leçon correspond à un thématique, enfin, ou une thématique de programmation. C'est-à-dire qu'il y a Exactement. une en termes Exactement. Alors, je l'ai peut-être survolé, mais effectivement, tu as 10 niveaux par leçon en réalité. Et à chaque fois, ben, par exemple, pour les paramètres, eh ben, la première leçon va être avec un seul paramètre, par exemple, le paramètre X au hasard. Et on va répéter ça. Et puis, dès le troisième niveau, eh ben, il y aura les paramètres X, Y pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, évidemment, c'est le cas. Je crois que le dernier thème qu'on aborde, c'est la récursivité, qui est un système de mathématiques. Mais au fur et à mesure. Et je vous conseille de respecter l'ordre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 leçons d'introduction, puis paramètres, puis procédure, etc., etc. Mais en réalité, si vous souhaitez voir un seul chapitre précisément et que vous souhaitez directement commencer par la leçon condition, par exemple, conditionals, ben, il n'y a aucun problème, vous êtes en possibilité de le faire. Et du coup, corollaire de la question que j'ai posée, après, je veux pas monopoliser, hein, n'hésitez pas si vous avez des questions. Corollaire de la première question, c'est du coup les leçons, parce que j'ai vu qu'il y avait encore de la place, c'est-à-dire que vous en avez prévu, vous en avez en stock, enfin, en prévision. Complètement, notamment suite au retour des professeurs, peut-être aller plus loin dans certaines choses. Bah, je parlais des paramètres, mais peut-être créer 10 niveaux supplémentaires pour les paramètres, vu que c'est la notion, peut-être la première notion clé, donc pour continuer cette transition petit à petit. Et également, on est très sensible au travail des enfants. Et la dernière leçon que tu as vue, je pourrais repartager mon écran en fin de session si tu le souhaites, mais la dernière leçon est une leçon créée uniquement par les élèves. Donc, on prend également les meilleurs niveaux proposés par les primaires et par les collégiens. Et donc on les installe dedans. Alors, j'ai une question d'Yves qui dit combien d'années, ou de classe, / de classe, pour parcourir l'ensemble des leçons, / niveau. Alors, c'est une super question. Ça dépend évidemment de l'âge des élèves. La plateforme est pensée pour durer 1 an à raison d'un cours par semaine. Donc, je vais traduire. Si vous donnez un cours par semaine de grosso modo 1 heure ou 1 heure et demie, la plateforme est pensée pour durer 1 an. Maintenant, c'est en utilisant un seul langage de programmation. Si vous utilisez par exemple le pseudocode pour vos collégiens, et ben, pour les lycéens ensuite, ils pourront faire le parcours, éventuellement faire d'autres leçons qui seront livrées d'ici là et le faire en Python. Donc voilà, il est évident que des CM2, des CM1 mettront moins de temps. Mais ce qui est bien avec la plateforme, en fait, c'est que vous pouvez souhaiter et prendre le rythme que vous voulez. J'ai beaucoup de professeurs, parce que la semaine du code, c'est c'est 2 semaines du code, mais c'est au mois d'octobre, qui pendant ces 2 semaines du code utilisent Coding Park et vont en faire quasiment tous les jours, en fait. Et ben, si vous le souhaitez, du coup, vous pouvez faire et vous pouvez adapter votre rythme. Une fois que vous avez la plateforme professeur, le rythme, vous en êtes absolument le maître. En fait. Ok. Merci beaucoup, Adrien. Écoute, on est arrivé à la fin de cette demi-heure. Donc, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas en fin de séance, on pourra refaire ce point-là. Et en tous les cas, de toute façon, Adrien m'enverra la présentation qu'il vous a faite. Et voilà. Alors, petite question, Adrien, auquel je ne pensais pas du tout. Est-ce que les enseignants qui sont ici ont la capacité de tester la plateforme? Absolument, c'est une très bonne question. En fait, les 10 premiers niveaux de Coding Park sont gratuits. Il vous suffit de taper Coding Park sur Google. Vous verrez qu'en tapant Coding Park sur Google, il va immédiatement vous mettre sur le site. Vous cliquez sur Découvrir et les 10 premiers niveaux sont gratuits. Donc, vous allez pouvoir vous faire l'expérience. J'ai montré que les 3 premiers, vous allez pouvoir juger vous-même de l'évolution, de la difficulté, à quel point on va vite, etc., etc.
Donc, n'hésitez pas, c'est super chose. Et si vous êtes déjà au niveau 4, c'est une très bonne chose également. Ça veut dire que vous maîtrisez la plateforme, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci Adrien Merci. pour cette présentation. Et du coup, je vous laisse encore quelques secondes pour vos questions. Le temps de passer la parole à Léo, qui va du coup nous présenter Vita Science. Donc, du coup, je te laisse la parole, Léo, et je me referai le maître du temps de la même façon qu'avec Adrien. Oui, vous m'entendez bien? Moi, je t'entends, en tout cas. Oui. En fait, j'ai un collègue à moi qui s'appelle aussi Léo, qui est dans l'appel, qui s'appelle Léo Meillet. Et je vais lui laisser la main pour la présentation parce que malheureusement, j'ai une urgence que je dois traiter. Très bien, ok. Et il est tout aussi compétent que moi, même meilleur. Donc, vous aurez une très, très bonne présentation. Et s'il y a besoin, je reste dans l'appel quand même au cas où, s'il y a quoi que ce soit comme question, je suis disponible. Très bien, ça marche. De 11 personnes, spécialisées dans l'éducation aussi, comme Coding Park, et on travaille de façon assez forte sur la programmation informatique. Notre approche, c'est de permettre à la fois la programmation de matériel, donc des robots, des drones, des capteurs, et en même temps la programmation virtuelle, par exemple, pour faire un site web ou un jeu vidéo. On n'a pas la notion de quête comme on peut avoir dans Coding Park, donc c'est peut-être un peu moins guidé. C'est plus un outil qui permet la création de différentes réalisations. Donc Léo va vous présenter ça. En fait, on a différents contextes d'utilisation, selon si on fait plutôt de la robotique ou plutôt, de la programmation de site web ou de la programmation en Python. Et on a aujourd'hui, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, sur la plateforme, qui sont essentiellement des utilisateurs, qui utilisent gratuitement, puisque une très large partie de notre, plateforme est accessible gratuitement. Et puis on a une offre, payante complémentaire qui permet de faciliter la gestion de classe, qui est réservée donc aux utilisateurs les plus avancés, sur la plateforme. Ça, Léo va vous le présenter. Et je voulais, aussi rajouter que donc on a un partenariat avec LDE sur le Grand Est, qui permet aux enseignants qui le souhaitent de bénéficier de la plateforme avec l'ensemble des fonctionnalités, hem, très facilement. Pour ça, il suffit de revenir, vers l'équipe d'LDE ou de VitaScience. Est-ce que je peux te laisser prendre la main, Léo? Tu arrives à Ouais. Donc là, on est sur la plateforme VitaScience. Donc je vais aller sur la page d'accueil. Donc quand on recherche VitaScience dans la barre Google, on arrive là-dessus. Donc une première page où on présente un peu le contenu de VitaScience. Donc en fait, il y a 4 grosses parties où il y a la partie programmée où on va avoir une dizaine d'interfaces de programmation. Donc, comme l'a dit Léo, c'était soit des microcontrôleurs, soit du code, soit Python, etc. Il y a une partie qui est un centre de ressources. Donc, il y a une partie des ressources qui sont écrites par l'équipe VitaScience, et une autre partie où ce sont les enseignants qui partagent leurs ressources pour les utiliser après en classe. La partie classe, donc en fait, il y a plusieurs modes d'utilisation. Donc, il y a une version gratuite. Je vais vous mettre là la version gratuite. En fait, elle est pour un enseignant et limitée à 50 apprenants. Dans la partie premium, ça va être un accès. Le plus important, c'est un accès sécurisé via le GAR. Et pour un enseignant avec 400 apprenants. Donc après, l'interface est utilisable en illimité pendant 1 an, à 149 €. Donc pour ce qui est des interfaces, c'est ce que je vais présenter principalement, parce que moi, ce sont les interfaces sur lesquelles je travaille. Donc en fait, ici on a une dizaine. Il va y avoir l'interface pour Arduino, microbit, STM32, ESP32 pour les cartes. On a une interface où on peut programmer des microcontrôleurs avec une calculatrice qui se programme en Python. Une interface où on peut faire que du Python directement dans le navigateur. Et une interface où on peut faire du HTML, CSS et JS pour créer des pages web.
Donc, je vais vous présenter un peu l'interface. Dans les 10 interfaces, donc, elles se présentent quasiment toutes de cette manière. Donc, en fait, ça va être un espace où on va pouvoir assembler des blocs qui vont générer du code. Et ensuite, on va pouvoir exécuter directement dans le navigateur. Ici, si je prends l'interface Python, on va pouvoir exécuter le code Python dans le navigateur. Il y a une gestion des projets qui est possible et le partage de projets quand on crée un compte avec VitaScience. Donc, je peux très bien créer un nouveau projet, projet de présentation. Donc là, j'ai créé un nouveau projet qui est partageable. En fait, chaque projet va avoir sur le cloud un lien unique partageable. Donc, il y a une partie, on clique sur partager. Quand on veut sauvegarder le projet, on peut partager. Et on a directement le lien qui est généré ici. On peut partager. Donc, en fait, si je vais créer un projet avec Matplotlib, par exemple, titre, je vais tracer un graphe. Hop, et l'exécuter. Donc là, c'est simplement la fonction sinus qui est exécutée en Python. Ça, une fois que j'ai terminé mon projet, j'enregistre mon projet. Et là, le lien qui se trouve dans la fenêtre de partage, je peux vous le partager directement. Hop. Et vous allez pouvoir ouvrir ce projet directement. Est-ce que ça permet de faire un petit peu de collaboratif, du coup? C'est pas encore implémenté, c'est quelque chose qu'on aimerait bien rajouter. D'accord. Pouvoir travailler à plusieurs sur un même projet. Et c'est dans les questions en développement, ouais. Mais là, pour l'instant, les projets sont liés à un compte. Donc, il y a d'un côté les blocs, de l'autre côté le code, c'est du Python, j'imagine, et le troisième, Ouais. c'est le rendu en fait, c'est ça? Donc, en bas, ouais, ce qu'on voit en bas, c'est la console. Donc, en fait, c'est tout ce qui va être l'affichage dans la console de texte ou de graphique. En fait, dans un IDE classique de Python sur l'ordinateur, ça va ouvrir une nouvelle fenêtre, qui est la fenêtre de Matplotlib. Matplotlib, c'est une librairie pour faire des graphiques avec Python. Là, on va mettre tout ça dans la console. L'avantage aussi, ouais, c'est pour favoriser la transition un peu entre l'apprentissage du bloc en niveau collège avec du texte et des entrées. Beaucoup plus facile à comprendre que du code. Donc, en fait, il y a 3 boutons qui se trouvent ici en haut de l'interface où on peut switcher de mode dans la programmation. Donc, en fait, il y a un mode purement en bloc. C'est-à-dire que niveau collège, on va commencer avec du bloc et ne pas se soucier du code Python. Ensuite, le mode hybride qui était juste avant va nous permettre de voir directement le code qui est généré. Là, j'ai ajouté afficher la grille, donc je vais avoir le code directement qui s'ajoute ici. Et ensuite, pour des utilisateurs un peu plus aguerris en programmation, on passe vers un niveau purement en code, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre dans X label ou Y label? Je ne comprends pas la question, mais c'est sûrement je transmets. Ouais, en fait, chaque bloc va définir, du coup, va générer du code. Et ce qu'il y a dans les entrées sont à être des paramètres des fonctions. Donc, en fait, X label, Y label. Y label, ça y est, je viens de comprendre. Ça va être le label de l'axe X et de l'axe Y
Donc là, si je peux écrire juste X et Y, ça va être vraiment... là, on va avoir le texte Y et X dans notre graphique. C'est vraiment ça va utiliser vraiment les mêmes fonctions que le langage Python, quoi, qui est exécuté dans le navigateur. Voilà, je vais vous présenter une autre interface qui est plutôt liée à des microcontrôleurs. Par exemple, l'interface microbit, donc qui se programme toujours en Python. De la même manière, on aura une bibliothèque de blocs à gauche. Donc avec des affichages. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a des affichages liés directement au microcontrôleur. Il y a des affichages liés à des modules externes, comme par exemple un LCD qu'on viendrait brancher à la carte, un écran OLED, ou différents modules comme des modules de bandeaux de Rubo LGB. Et des entrées-sorties, communication, on va pouvoir transmettre des données dans la console, utiliser la radio intégrée du microcontrôleur, utiliser des modules externes comme enregistrer des données dans des cartes SD, de la communication Bluetooth, etc. Utilisation de capteurs. De la même manière, il y a toujours des modules qui sont intégrés à la carte et des modules qu'on va brancher, etc. etc. Dans cette interface-là, donc celles qui sont liées au microcontrôleur, on a ajouté un simulateur. Donc en fait, le simulateur va simuler le comportement du code Python qui serait envoyé dans la carte. Donc là, je vais mettre plutôt en V1. Donc là, par exemple, je vais afficher dans la console des petits traits, afficher la température du capteur DHT11 sur une certaine broche de la carte et afficher l'humidité. Donc le simulateur va lire ce code Python et l'analyser et générer les modules pour simuler un peu le réel comportement qu'on aurait si on faisait le montage avec le capteur. Donc, on peut piloter après les entrées de l'environnement, qui seraient là, par exemple, la température ou l'humidité. Et dans la console, ça simule le comportement de notre programme. Donc, voilà. Un outil intéressant. Ouais, il y a une question? Non, en fait, c'était moi qui intervenais, mais j'interviendrai après. Parce que je crois que la spécificité que vous avez, VitaScience, c'est que le code tel que vous le construisez ici, vous avez un émulateur mais par contre, ces cartes-là, vous les avez aussi en matériel. Ouais, bien sûr. Voilà, c'est ça. Ouais, donc, et toute l'interface permet de les programmer aussi. En fait, ça, là, je suis en simulation. Si je prends une réelle carte, en fait, là, par exemple, on va télécharger le programme binaire qu'on va glisser-déposer dans le périphérique qui est branché à l'ordinateur. Ou alors connecter directement. Il y a un outil de connexion de la carte à l'interface. Après, une fois connecté, on va pouvoir utiliser et communiquer avec la carte, directement avec l'interface. Très bien. On peut aussi créer des exercices. Donc, par exemple, si je veux faire clignoter une LED, faire un petit programme où j'allume la LED et je l'éteins. Donc, en fait, ici, on a un petit bouton de paramètres où un bouton va pouvoir créer un exercice. Donc là, je vais sauvegarder mon projet avant. Exercice. Et pour créer mon exercice, donc si je suis en tant que
que professeur, par exemple. Je crée mon exercice, je vais un petit énoncé faire clignoter la LED seconde. J'enregistre mon énoncé. Et ensuite, je vais lancer l'autocorrecteur. Donc là, on voit dans le simulateur le comportement de mon programme. Si je lance l'enregistrement, cet enregistrement-là va durer une dizaine de secondes. Donc, il enregistre l'état du simulateur, donc de la LED, avec une pause d'1 seconde entre chaque état. Et ça va nous générer un chronogramme, ici, de 10 secondes, avec l'état de la LED. Donc, on a un signal carré, là, avec l'état haut pendant 1 seconde et l'état bas pendant 1 seconde. Donc là, je sauvegarde l'exercice. Ensuite, cet exercice-là, il est toujours lié au projet. Donc, même quand vous partagez ce projet, là, je peux vous partager le lien, vous verrez directement l'exercice qui est attaché à ce projet. Donc, si je vous partage, le lien, hop. Vous pouvez, en ouvrant ce lien, directement voir le comportement du simulateur et l'exercice. Donc, dans le simulateur, on a une partie qui s'appelle exercice, où là, on voit le chronogramme qu'on a généré. Quand on clique sur entraînement, c'est pour voir le comportement du programme. Et donc, si on a un programme vierge, donc en fait, le prof va vouloir, par exemple, partager un programme où on a 4 blocs comme ça, mais qui ne sont pas assemblés, et on va demander à l'élève de reproduire ce chronogramme-là. Donc, si là, c'est allumer la LED pendant 1 seconde et l'éteindre pendant 1 seconde, je crée mon programme et ensuite, je le vérifie. Là, je relance. Hop. Et une fois qu'on lance le simulateur, il va vérifier s'il va faire exactement de la même manière que le chronogramme. Donc là, j'ai refait le même code, donc j'ai validé l'exercice. Si en revanche, je mettais par exemple contrôler la LED pendant 1 seconde et l'éteindre pendant 2 secondes, je relance le simulateur. Et là, au bout d'1 seconde à l'état bas, il va me dire qu'il y a un souci à environ 2 secondes parce que l'état de la LED aurait dû être à l'état haut alors qu'il a été plus longtemps à l'état bas. Donc voilà pour l'autocorrecteur et le partage d'exercices via les projets. Et du coup, ça, c'est l'interface enseignant, ou c'est l'interface prof, ou c'est l'interface de tout le monde, en fait? Ça, c'est l'interface de tout le monde. Donc, c'est-à-dire que le prof, parce que, après, il y a le module classe qui est ici, l'enseignant, via son compte, il va justement créer ce projet-là, créer cet exercice, et ensuite le partager via le module classe à une classe ou avec une trentaine d'élèves. Il va partager une activité dans laquelle il y aura justement ce projet et l'exercice qui appartient à ce projet. Mais l'interface en soi, là, est vraiment la même pour tout le monde. D'accord. Pour la prise en main des interfaces, donc je vais vous présenter un peu le centre de ressources. Donc, il se présente de cette manière-là. On a à gauche les différents supports de cartes ou de langage. Donc, si je veux, par exemple, que les projets avec la carte microbit, je vais avoir la liste de toutes les ressources qui sont disponibles avec cette carte-là. Donc, si je prends, par exemple, mesurer l'humidité du sol, pareil, cette interface-là de ressources est accessible aussi à tout le monde pour visualiser.
Et dans ces ressources-là, donc on a différentes parties pour faire le montage, des explications un peu du projet, un schéma du montage, et ensuite une intégration de l'interface que je vous ai présentée juste avant. On vient intégrer un projet dans la ressource pour pouvoir directement programmer la carte en fonction du montage. Donc ça va être des outils pour vraiment guider et aider au début de la programmation. Très bien. Et effectivement, ouais, pour la partie matérielle, donc tout ce qui est tout le matériel qui est, comment dire, disponible en bloc dans les interfaces. C'est-à-dire que ici, je vais vouloir programmer mon capteur SGP30. Je vois ici avec une petite bulle d'information, je vois le capteur et ce qui va retourner en mesure. En fait, tous les composants qu'on va proposer dans la boutique sont aussi programmables en bloc. Donc soit en réel, soit en émulateur. Si j'ai bien compris. Soit en réel, soit en simulation. Ouais. D'accord, ok. Ouais. Donc pour ce qui est pour la simulation, par exemple, une interface un peu plus particulière, là où il y a la calculatrice. Si je prends un exemple, Vous accompagnez les enseignants, là, en attendant, vous accompagnez les enseignants dans la prise en main de votre interface, j'imagine. Ouais, oui, complètement. D'accord. Donc là, ouais, si je suis sur l'interface pour la calculatrice, donc j'ai une simulation de l'écran de la calculatrice, de la carte qui est branchée et par exemple du robot. Donc ça, c'est un outil, le simulateur de robot, qui est disponible sur plusieurs des interfaces. Donc dès qu'on a un robot qu'on peut programmer avec une carte, on va simuler le comportement ici dans le simulateur. Donc en se déplaçant dans un espace, avec des boutons zoom, des zooms, ajouter des obstacles. Et après, il y a des mesures qui peuvent être faites en fonction de capteurs de distance, etc., etc. Donc ça va permettre de voir vraiment le comportement de notre programme avant de l'envoyer directement dans le vrai robot. Ok. Et le module classe. Donc, je vous ai présenté un peu la page avec les pricing, donc avec une version gratuite pour un enseignant et 50 apprenants. Donc, ça va se décomposer en 4 sous-parties. Là, on est vraiment dans le module classe. On a le prof qui a son compte, qui a toute une série d'activités qu'il va pouvoir proposer ou non à des élèves. Le bac à sable, c'est ce qui existe déjà sur les interfaces VitaScience. En fait, dans VitaScience, dans le centre de ressources, toutes les ressources sont découpées en activités. Donc en fait, le prof, s'il y a une ressource qui l'intéresse et qui veut faire travailler les élèves sur une de ces ressources, lui, il a accès dans le bac à sable à toutes ces activités pour pouvoir les donner à ses élèves. Ici, il y a les gestions de classes, pour ajouter plusieurs classes. Donc, j'utilise une classe premium. Donc, à chaque fois, ça va se présenter comme ça. On a tous nos apprenants qui sont ici avec l'évolution de leur travail. Donc, il y a un système de rendu de travail que va valider ou non l'enseignant avec sur différents critères.
Et donc, ça va lui permettre d'avoir une visualisation de l'ensemble de sa classe et sur la maîtrise ou non des activités qu'il a attribuées. Léo, tu as encore 5 minutes. Ok, merci. Donc là, si je veux ajouter une activité à ma classe, je choisis dans mes activités autocorriger. Donc là, on a par exemple un exercice avec une fonction puissance. Et j'attribue ça en sélectionnant des apprenants, en sélectionnant ma classe. On va ajouter une consigne du coup à l'activité qu'on a proposée juste avant. Et puis une date pour la fin du rendu, etc. etc. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'en ai pas l'impression. Ah si, quelqu'un va poser une question. Donc le centre de ressources en attendant à niveau de classe recommandé. Yves qui pose la question. Est-ce qu'il y a des niveaux de classe recommandés? Ou les activités correspondent à quel niveau de classe? Ça va du tout début collège à fin lycée. Tout dépend vraiment de la. Enfin, c'est l'enseignant qui va créer son activité en fonction de la difficulté qu'il souhaite. Si c'est une activité, par exemple, qui est liée à une ressource dans le centre de ressources, toutes les ressources sont aussi catégorisées avec différents niveaux. Mais ça peut aller, ça va du début collège à fin lycée. Donc, il y a vraiment tous les niveaux. Et quand on est dans l'interface, justement, le fait d'avoir une interface modulable, donc là, quand je vais ici. Et en attendant que tu fasses ça, Yves, est-ce que vous pouvez préciser votre question? C'est-à-dire, est-ce que cette ressource convient aux profs de techno? C'est ça votre question? Dédié à ce type de matière, je suppose. On ne vous a pas très bien entendu, Yves. Pardon. Pas compris, ouais. Je confirme, oui, c'est le sens de la question. Oui, c'est le type d'activité dédiée presque exclusivement aux profs de techno, ou c'est pratiqué aussi par d'autres professeurs en maths tout dépend des interfaces, mais effectivement, l'interface Python, par exemple. Donc ici, les profs de maths vont beaucoup l'utiliser parce qu'on peut faire utiliser Matplotlib en Python pour afficher des graphiques ou gérer des tableaux, des matrices et faire des calculs algébriques. Donc, il y a beaucoup de profs de mathématiques qui peuvent utiliser cette interface Python. Ensuite, au collège, ça va être en cours de SNT, donc sciences du numérique et technologie. On a une interface aussi qui est liée à une carte programmable où on peut faire des réseaux. Donc, pour l'apprentissage des réseaux, ça peut être utilisé aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup d'applications et ça peut être utilisé en plusieurs manières, plusieurs matières. Donc, physique, chimie aussi, SVT, etc. Merci. Très bien. Bah, écoutez, on arrive. Merci. Enfin, Léo, je ne sais pas si tu as terminé. S'il n'y a pas de questions, j'ai terminé, ouais. Ok, bah écoutez, voilà, justement, là, on donne la place qu'il faut aux questions concernant, bien entendu, Evitascience. Écoutez, excusez-moi, j'ai oublié de remettre ma caméra. Evitascience, bien sûr, et Coding Park. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Yves, l'autre Yves, qui dit 2 outils très intéressants. Je ne sais pas si vous voyez son commentaire, donc merci beaucoup. Donc, si vous n'avez pas de questions... Oui, pardon? Non, je remercie Yves. Très bien.
Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous demander de vous prêter à un petit exercice. Je vous mets dans la discussion un lien vers un formulaire de satisfaction. Je vous remercie si vous... C'est très rapide, hein, si vous pouvez prendre 2-3 minutes pour le remplir. Ça nous aidera, nous, à améliorer nos rendez-vous du numérique éducatif. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir assisté à ce webinaire. Je remercie encore une fois Léo, les deux, et Adrien. Merci à toi pour l'organisation. Ben, je t'en prie. Comme je vous l'ai dit, hein, vous recevrez bien évidemment et l'enregistrement de ce webinaire et un document de synthèse par la suite. Et moi, je vous enverrai mes coordonnées, donc n'hésitez pas à nous ressolliciter. Et si vous avez une question directe auprès de VitaScience ou de Coding Park, je m'en ferai le relais avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, même si c'est sur des questions très pratiques ou de pricing ou de mise à disposition des licences. On essaiera en tout cas, soit LDE, soit LDE et VitaScience et ou Coding Park, de vous répondre bien évidemment le plus précisément possible. Donc voilà, merci beaucoup. Ce webinaire touche à sa fin, il est 15 h. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question. Merci beaucoup.